Donc, ma présentation est sur l'étude Master 2, c'est pour un meilleur contrôle de l'asthme. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Donc, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. C'est la maladie chronique la plus fréquente puisqu'elle touche 300 millions au monde et elle est responsable d'une mortalité élevée annuelle. Et on estime que durant les 20 prochaines années, elle va coûter plus de 300 milliards de dollars aux États-Unis, dû surtout à l'asthme non contrôlé. Donc, c'est pour vous dire que l'asthme reste un fardeau mondial, vu qu'on a plus d'asthmatiques, plus de mortalité et surtout, on a problème d'asthme non contrôlé. Donc, comment on définit cet asthme non contrôlé? Donc, on dit qu'un patient, il a un asthme non contrôlé s'il a toujours des symptômes ou bien il présente des exacerbations sévères qui ont nécessité des cures de corticothérapie, plus de 2 cures durant l'année dernière, ou bien une exacerbation qui l'a amené à être hospitalisé, ou bien la présence d'un trouble ventilatoire obstructif. Donc, il suffit qu'on ait un item pour cataloguer le patient comme ayant un asthme non contrôlé. Or, le contrôle actuel, il constitue la pierre angulaire du suivi des asthmatiques. Donc, actuellement, on a 2 enjeux majeurs dans la prise en charge des patients asthmatiques, c'est surtout le contrôle de leur asthme à long terme. Contrôler les symptômes, c'est-à-dire le patient ne doit plus avoir de symptômes, pas de perturbation du sommeil, une activité physique normale et surtout, contrôler le risque futur parce que donc minimiser ce risque futur, donc il ne doit plus avoir d'exacerbation, avoir une meilleure fonction ventilatoire. Alors pourquoi contrôler ce risque futur? Qui dit risque futur dit exacerbation et relation avec la fonction respiratoire. Donc on a cette étude-là qui a été réalisée en 2015 sur 123 patients qui avaient un asthme contrôlé au début et chez qui on a suivi l'évolution de leur fonction respiratoire durant les 3 années suivantes. Et donc, cette étude a constaté qu'il y a une relation entre le taux d'incidence des exacerbations sévères et la baisse annuelle du VMS, et que ce déclin dépendait du nombre d'exacerbations. Donc, chez les patients qui n'avaient aucune exacerbation, donc sur les 3 ans, il y avait un déclin de 40 millilitres en 3 ans. Et il était le triple pour les patients qui avaient une exacerbation et quadruple pour les patients qui avaient 2 ou plus d'exacerbations. Et donc, il faut donc quand on a l'exacerbation, ça retentit sur la fonction respiratoire et on a ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'asthme non contrôlé. Quand on a un VMS dégradé, ça favorise le risque d'exacerbation et quand on a ces exacerbations, on a le risque de récidive est de 4 fois plus pour avoir des exacerbations futures et sévères. Et ces exacerbations sévères, ils vont entraîner des modifications de l'architecture fonctionnelle des voies aériennes, responsables alors d'un remodelage bronchique et ce remodelage va entraîner ainsi une diminution du VMS qui va favoriser alors, qui va être responsable d'une surmortalité élevée. Donc, pour contrôler l'asthme, il faut bien sûr rompre ce cercle vicieux. Et puis, on va voir quelques chiffres de l'asthme non contrôlé au fil des temps. Il y a cette étude qui remonte à 2005, c'est pratiquement il y a 20 ans. Déjà, dans cette étude, on voit que l'asthme contrôlé ne représentait que 40%. On n'avait que 4 patients sur 10 qui étaient contrôlés. Et 15 ans plus tard, en 2020, est-ce que ces chiffres ont changé? Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a cette étude qui a été réalisée chez les patients palier 3, palier 4, qui nécessitaient forte corticothérapie inhalée associée aux bronchodilatateurs longue durée d'action. Et chez ces patients, ils étaient au nombre de 45 804 patients. On voit que seulement 6 asthmatiques sur 10 qui étaient contrôlés. Et ces études ont été faites dans des pays
où le patient a recours à un accès facile au diagnostic, au traitement et à la prévention. Et c'est pour vous dire que même chez eux, ils n'arrivent pas à contrôler l'asthme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Donc, il y a cette étude Airmag où malheureusement, on avait nous aussi un taux très élevé des asthmatiques non contrôlés, puisqu'on n'avait qu'un patient asthmatique sur 10 qui était contrôlé. Donc, c'était une étude ancienne de 2009. Et puis, récemment, en 2018, il y a cette étude, l'ESMA étude, où on a vu que le contrôle de l'asthme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est insatisfait et on a toujours plus de patients non contrôlés que des patients qui étaient contrôlés. Alors, pour bien prendre en charge nos patients, il faut bien les contrôler et il faut connaître les causes pour pouvoir agir. Alors, quelles sont les causes de cet asthme non contrôlé? Est-ce que c'est un problème lié au consensus? Est-ce que c'est un problème lié à la pathologie elle-même, ou bien au praticien, ou bien il est lié au patient? Donc, on va voir tout en premier, est-ce que c'est lié au consensus? Donc, la question, est-ce que ces recommandations sont applicables à la vie réelle? On a les connaissances, on a plein de recommandations, on a la pratique quotidienne. Mais est-ce que ce schéma-là, il est fait pour le patient ou bien il est fait pour le scientifique? Donc, les dernières recommandations de Gina, comme ça a été dit, il n'y a pas beaucoup de changements dans le traitement. Donc, on a toujours le track 1 ou pour le step 1 et 2 pour l'asthme léger, on recommande d'utiliser la stratégie pérenne, prise au besoin d'une corticothérapie inhalée formoterol. Et à partir du step 3, il y a la stratégie MART. Et puis, il y a le track 2, où c'est l'utilisation surtout de la PRD, c'est-à-dire proactive, d'une corticothérapie régulière en continu. Et donc, le GINA, comme c'est mentionné, elle préfère le track 1. Alors, est-ce que ces recommandations sont suivies par les sociétés savantes? Donc, non, il y a plusieurs sociétés savantes qui ont choisi plutôt le track 2 pour l'utilisation, pour le suivi de leurs patients en insistant sur la prise de corticothérapie inhalée de façon continue. Alors, suivre le track 1, le track 2. Donc, la réponse, elle se trouve au niveau du GINA. Il y a à la page 2 du nouveau GINA, bon, j'ai vu, ça existait aussi en 2023, il y a ce petit paragraphe à la page 2 qu'il faut lire. Et quand on le lit, on dit que lors de l'évaluation et du traitement des patients, il est fortement conseillé aux professionnels de santé d'utiliser leur propre jugement professionnel et de tenir compte de la réglementation et des directives locales et nationales. Donc, le GINA, ce n'est plus un menu, il est désormais à la carte, il donne les lignes directives et c'est aux sociétés, il laisse libre choix aux sociétés et aux pays d'adapter ce traitement selon leurs moyens, selon leur profil des patients. Et donc, je crois qu'il est temps pour nous aussi au Maroc d'avoir notre propre référentiel en asthme, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Deuxième cause liée au non-contrôle du patient. Donc, on sait que c'est une maladie qui est hétérogène. Son inflammation, elle est vraiment hétérogène. On a plusieurs phéno-ontotypes. Et donc, on a des patients asthmatiques qui ont des symptômes variés, qui ont une fonction respiratoire aussi variée et une réponse hétérogène au traitement de l'asthme. Donc, d'où la nécessité alors d'adapter et de personnaliser le traitement selon les phénotypes de ces patients. Autre caractéristique de cette maladie, il y a l'inflammation qui est variable. Et même, vous voyez le rouge là, quand on est soi-disant stable, elle varie. Cette inflammation, elle varie parce qu'elle est en conflit tout le temps avec l'extérieur. Et puis, quand on voit l'évolution de l'asthme au cours du temps, on voit que quel que soit l'asthme à l'enfance, ou qu'on soit adulte ou senior, ça a tendance à changer. La couleur, elle change et on a l'asthme qui devient de plus en plus sévère, ce qui fait qu'on a vraiment une difficulté à standardiser la prise en charge. Et puis, est-ce que ce non-contrôle, il est lié aux praticiens?
Donc, le diagnostic de l'asthme reste un défi dans le monde réel. On a qui peut entraîner aussi bien un sous-diagnostic qu'un sur-diagnostic. Donc, on a cette étude-là qui a été réalisée en 2018, où on avait entre 20 et 70% des patients qui n'étaient pas diagnostiqués. Donc, c'était des patients asthmatiques qui avaient une mauvaise qualité de vie parce qu'ils n'étaient pas diagnostiqués. Et un patient sur 3, il était surdiagnostiqué, et donc il recevait des médicaments de façon inutile. Et pourquoi? C'est parce que l'exploration n'a pas été faite. Donc, d'où l'intérêt. Il est obligatoire de toujours explorer les patients chez tout patient suspect d'asthme. Et comme l'a dit mon ami professeur Mounia, donc il faut faire l'exploration fonctionnelle respiratoire et même le DEP. Autre problème lié aux praticiens, il y a ce rapport qui est sorti en 2014 qui regroupait tous les décès par asthme au Royaume-Uni. Et on voit que les causes de décès, tout âge confondu, c'était la prise en charge au long cours qui était inadéquate, la prise en charge des exacerbations précédentes 1 fois sur 3, et en général, c'est l'évaluation globale de la prise en charge qui était médiocre par rapport aux recommandations. Donc, c'est un rapport qui est sidérant, et ce qui fait mal, c'est que c'est notre prise en charge qui amène à entraîner qui peut causer ces décès-là. Et donc, il est indispensable qu'on agisse de façon standardisée, régulière, bien codifiée, pour prendre en charge cet asthme selon un cycle continu ou qui implique l'évaluation, le traitement et le suivi de patients. Et si on suit ce rituel, donc on pourra diminuer la mortalité chez ces patients. Et devant tout patient, l'évaluation, elle doit porter sur le contrôle des symptômes, les facteurs de risque d'exacerbation, sur l'exploration fonctionnelle respiratoire qui doit être faite de façon régulière et plus rapprochée chez les patients qui ont un asthme sévère. Pour le traitement, c'est toujours voir l'adhérence au traitement, les effets secondaires, est-ce qu'il y a un plan d'action écrit, et bien sûr prendre en charge les comorbidités. Et dernière cause du non-contrôle du patient, du non-contrôle de l'asthme, elle est liée au patient. La perception qu'ont nos patients pour l'asthme, elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Dans cette étude-là, on voit que les patients se considéraient contrôlés dans 89%, alors qu'en réalité, ils n'étaient contrôlés que dans 17%. Donc, un patient qui a une malperception de ses symptômes, qui a une perception retardée, donc on aura une petite crise qui va devenir une exacerbation sévère et l'exposer ainsi au décès. D'où l'intérêt chez ces patients qui sont des mauvais percepteurs. Je crois qu'il est indispensable qu'il ait un DEP pour mesurer leur variation, pour détecter les symptômes avant la crise. Et puis, à côté de la mauvaise perception, il y a aussi malheureusement l'observance thérapeutique avec une mauvaise technique. Donc, cette observance, elle est responsable d'un asthme qui est non contrôlé dans 80% chez les asthmatiques. Et puis, dernièrement, s'est posé la question, est-ce qu'il y a des caractéristiques de base? Est-ce que on a des différences interindividuelles qui auraient un impact sur le maintien du contrôle de l'asthme et sur le risque futur d'exacerbation, d'où l'étude alors Mester 2. Donc c'est une étude de modélisation qui est apparue récemment en 2023. Donc, c'est une étude de modélisation prédictive qui a utilisé des simulations informatiques basées sur un modèle médicament-maladie et développée à partir de grandes bases de données de 16 282 patients issus de 9 essais cliniques et où les auteurs ont cherché
la relation entre les caractères démographiques et cliniques de base et le risque d'exacerbation chez des patients sous corticothérapie inhalée au long cours, que ce soit fluticasone ou bien fluticasone salméterol ou budesonide formoterol. Et donc, cette étude Master 2, elle vise à évaluer l'impact des différences individuelles initiales sur le risque d'exacerbation et l'efficacité du traitement et développer ainsi un modèle prédictif pour guider la prise en charge de l'asthme modéré à sévère, pour fournir aussi des outils pour prédire et gérer les exacerbations chez les patients asthmatiques, ainsi chez certains patients, les médecins peuvent personnaliser, individualiser le traitement pour un meilleur contrôle de leur asthme. Donc, pour la conception des scénarios de simulation, donc les auteurs ont pris 1500 patients. On a commencé à jongler avec les facteurs intrinsèques tels que le niveau de contrôle de l'asthme, c'est la Sécu, le VMS, le VMS, l'IMC, avec des facteurs extrinsèques tels que par exemple le tabagisme et l'effet du traitement. Et on a utilisé un modèle de risque pour calculer le pourcentage de population qui vont présenter un événement, une exacerbation. Donc ainsi, pour le premier, alors la relation entre les caractéristiques initiales et le risque d'exacerbation a été représentée par cette carte thermique. Et donc, cette carte thermique, on voit le taux, l'incidence annuelle des exacerbations en fonction des covariables tels que le VMS, la Sécu de base, le statut fumeur et le traitement de fond. Et donc, le premier scénario, c'était quel était le risque d'exacerbation chez des patients qui présentaient un score ACQ variable, c'est-à-dire quel était le risque d'exacerbation si on avait des patients qui avaient un mauvais contrôle, partiellement contrôlé ou bien contrôlé, et tout dépendant du traitement de fond. Donc, on voit en mauve, c'est l'association salméterol-fluticasone, et en orange, c'est l'autre association. Donc, ce risque, on voit que la fluticasone salméterol, quel que soit le niveau de contrôle de l'asthme, a significativement réduit le risque d'exacerbation jusqu'à 13% par rapport à l'autre association. Alors, deuxième scénario, c'est quel est l'impact du traitement de fond sur le risque d'exacerbation chez les patients qui présentaient des taux de VMS variables. Donc, on remarque aussi là qu'on a un VMS inférieur à 50%, entre 50-80 ou bien supérieur à 80%, on voit que la fluticasone, le traitement de fond à base de fluticasone salméterol a significativement réduit le risque d'exacerbation jusqu'à 14% par rapport à l'autre association. Et puis là, on avait des patients qui étaient sous monothérapie et qui étaient non contrôlés. Et donc, on était obligé de faire un step-up, soit en passant à la salméterol, fluticasone salméterol ou bien budesonide formoterol. Et là aussi, le fait de faire un step-up vers une corticothérapie n'allait plus là-bas. Donc, on a que le fait de faire un step-up, il a réduit significativement le risque d'exacerbation chez les patients souffrant d'asthme mal contrôlé ou partiellement contrôlé. Et puis, le scénario 4 et 5, ça concerne l'impact du traitement chez les patients fumeurs et chez les patients à IMC variable. Donc là aussi, on voit que par rapport au budesonide formoterol, le fluticasone salméterol, il a réduit significativement le risque d'exacerbation aussi bien chez les anciens fumeurs et les fumeurs actuels que chez les patients atteints d'un IMC, d'une obésité avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Et puis dans le dernier scénario, il y avait des patients qui étaient sous formoterol salméterol et on les a switchés en budesonide formoterol. Et donc on voit là que la première ligne à gauche, donc on voit que les patients qui étaient sous fluticasone salméterol, le risque d'exacerbation a augmenté à 4 mois quand on a switché vers budesonide formoterol, il est passé à 20,6.
Et puis, chez les autres patients où on a switché le budesonide formoterol vers fluticasone salméterol, donc on voit que le risque, à partir du quatrième mois, le risque d'exacerbation, il a régressé. Et donc le risque d'exacerbation est considérablement réduit lorsque les patients sous budesonide formoterol passent à la fluticasone salméterol à 4 ou 6 mois, avec la plus grande réduction d'exacerbation qui était observée au changement aux 4 mois. Et donc là, on a un résumé des caractéristiques, la relation entre les caractéristiques du patient et le nombre d'exacerbations. Donc, être femme, avoir un VMS bas, être fumeur, avoir un IMC élevé, ça prédisposait au risque d'exacerbation. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette étude Master 2, que le risque futur d'exacerbation est affecté par les caractéristiques individuelles de base, notamment l'IMC, le tabagisme, le sexe féminin, le niveau de contrôle la CQ5, le VMS, qui sont des covariables qui affectent le risque d'exacerbation chez les patients asthmatiques modérés à sévères, et aussi que le risque futur d'exacerbation est affecté par le choix du traitement, puisqu'on a la fluticasone salméterol qui permet de réduire le risque à moins de 10% par rapport à l'autre association, et que le passage, le step-up à la fluticasone salméterol, il a permis de réduire considérablement le risque d'exacerbation, et que cette association, elle offrait moins de risque d'exacerbation chez les patients non contrôleurs, fumeurs ou anciens fumeurs, obèses et ayant un VMS inférieur à 80%. Et donc, ce qu'il faut retenir, que pour contrôler l'asthme, il faut pas seulement se contenter de contrôler les symptômes. On doit surtout agir actuellement sur le contrôle à long terme, sur le risque futur, et ce qui va permettre ainsi d'adapter le traitement avec des traitements personnalisés. Je vous remercie pour votre attention.